Alors, dans un premier temps, je voudrais présenter Webster, alias Ali Ndiaye, qui est né et qui a grandi dans le quartier Limoilou à Québec, d'un père sénégalais et d'une mère québécoise. Il se présente souvent comme un Sénékeb métis pur laine. Et donc, Webster est très connu du milieu à la fois artistique et militant également. Évidemment, et on le connaît beaucoup pour le fait qu'il a mis sur pied les tours de Québec History X, une visite guidée de la ville de Québec à propos de ce pan d'histoire largement méconnu de l'esclavagisme au Québec et au Canada. Il était aussi le commissaire de l'exposition Fugitif au Musée national des beaux-arts du Québec d'avril à septembre 2019. Il a visité plusieurs universités américaines, dont Harvard, MIT, Howard, Georgetown et UCLA. Il a aussi donné des concerts, des conférences et des ateliers d'écriture dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Sud. Et on lui doit, et on va revenir peut-être plus spécifiquement sur, il a de si nombreux accomplissements, mais en particulier sur un livre jeunesse à propos d'Olivier Lejeune, le premier esclave africain au Canada, qui a été publié, Le Grain de sable, qui a été publié chez Septentrion en 2019. Et donc, dans un deuxième temps, je vais également avoir l'occasion de vous présenter Ted Rutland, qui est un géographe qui fait de la géographie humaine et critique et qui travaille aussi sur les questions de sécurité urbaine au Canada. Son travail, que je lui inviterai de nous présenter plus en détail tout à l'heure, porte beaucoup et s'inspire aussi beaucoup de Black Studies et des géographies noires. Et le livre duquel nous allons parler pour réfléchir sur la notion d'archive, donc son livre Displacing Blackness, Planning Power and Race in 20th Century Halifax, qui a été publié à University of Toronto Press en 2018. Et il nous prépare un prochain ouvrage sur lequel je vais aussi poser des questions de méthodologie et aussi de contenu, qui porte sur justement les enjeux de sécurité et de planning urbain à Montréal cette fois-ci, autour notamment du quartier Saint-Michel. Et donc, en dernier lieu, je voudrais vous présenter donc Philippe Némé-Nombré, qui est l'auteur de ce superbe ouvrage que j'ai entre les mains et que je vais demander d'autographier tout à l'heure, et qui a été publié chez Mémoire d'Encrier. Et donc, la coéditrice Yara est avec nous en ce moment. 16 temps noirs pour apprendre à dire Kwe, qui raconte justement ces moments, ces gestes dont on ne parle pas et qui pourtant illustrent les proximités, les solidarités entre les communautés noires et autochtones au Québec. On va le présenter un peu plus tout à l'heure. Et Philippe est sociologue et chercheur en études noires. Ses recherches portent sur les possibilités de relations entre les perspectives libératrices noires et autochtones, sur les méthodologies critiques, ainsi que sur les écologies noires. Il est également vice-président de la Ligue des droits et libertés et siège au comité de rédaction de la revue Liberté. Et juste avant de passer à la première ronde de questions, je voudrais juste simplement souligner que j'ai eu le grand bonheur et privilège de les croiser, peut-être pas en personne, mais sur le tournage donc d'une télésérie documentaire que je ne peux pas ne pas nommer, qui a été réalisée donc par Henri Perdot et par Judith Bress et qui est intitulée Afro-Canada, une télésérie documentaire en 4 volets qui a été diffusée donc sur ici Radio-Canada et à laquelle télésérie nous avons tous les 4 participé. Voilà. Et donc, première question. Encore une fois, merci messieurs de vous joindre à cet échange. Et peut-être à tour de rôle, je vais inviter chacun de vous trois donc à présenter au public qui n'a pas eu peut-être la chance de découvrir et de lire tous les ouvrages mentionnés, quel est le propos en fait de votre ouvrage et comment est-ce que ce travail d'archive qui est à la fois historiographie, à la fois peut-être aussi qui emploie aussi d'autres méthodes, notamment dans l'ouvrage de Philippe. Comment est-ce que ce travail d'archive est arrivé dans votre propre parcours? Alors, vous avez tous les trois légué des œuvres et des travaux qui sont fort différents, mais qui ont quand même, comment dire, un fil commun. Et je vous inviterai chacun à décrire un peu quelle était la démarche et le propos. Oui, donc merci pour la question. Pour moi, le travail en histoire et bon, la manière dont je fouille les archives, c'est vraiment pour contrer l'effacement dans notre trame narrative collective.
Parce que, bon, j'ai étudié en histoire à l'université. J'ai toujours été passionné d'histoire, mais j'ai jamais appris l'histoire afro ici, l'histoire afro-descendante ou africaine, une présence qui est plusieurs fois centenaire. C'est-à-dire quand on dit que le premier Africain est arrivé ici en 1629, et que c'est quelque chose que j'ai jamais vu à l'université, c'est ça qui m'a finalement plongé dans mon travail en histoire, c'est-à-dire de montrer cette présence-là, contrer cet effacement et aller à l'encontre d'une identité collective homogène dans laquelle on a été plongé toute notre vie. Et donc, c'est vraiment le travail que je fais, c'est de contrer l'effacement à travers bon, les visites guidées, mais aussi à travers des expositions, à travers des livres, à travers des conférences, donc n'importe quoi qui puisse me permettre de toucher le plus grand nombre. Parce que les archives sont là, il y a des traces dans les archives, mais ce n'est pas tout le monde qui a envie d'aller dans les archives. Il y a des livres qui sont écrits à ce propos, mais ce n'est pas tout le monde qui a envie de lire les livres. Donc, j'essaie toujours vraiment de trouver des manières différentes de faire vivre ces informations-là, ces archives, pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Merci. On va enchaîner sur des questions de méthodologie dans un deuxième temps. Philippe? Merci, Rioa. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Un tout petit peu? Je vais crier. Merci, Rioa. Merci à tout le monde d'être là. Je suis bien content d'être dans ce lieu que je ne connaissais pas, qui est super beau. Pour répondre à la première partie de ta question, sur l'idée générale, si on veut, du projet. Le projet part du constat selon lequel, finalement, la modernité occidentale, surtout dans les Amériques, ça s'est construit comment? Ça s'est construit par la dépossession des territoires autochtones et en grande partie aussi sur l'esclavage, autant en termes de travail qu'en termes d'idées. Et donc, si on part de cette idée-là, nécessairement, il y a un lien entre la dépossession des territoires autochtones et l'esclavage, et donc entre les populations autochtones et les populations noires. Et ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de voir comment il y a des proximités d'abord historiques, comment dans l'histoire, ces relations-là, ces proximités, voire même ces tensions-là ont existé, et comment à partir de là, est-ce qu'on peut penser sortir de la violence en construisant à partir de ces proximités, si on veut, en approfondissant ces relations-là. Et c'est dans cette perspective-là, surtout dans la première portion qui est historique, que pour moi, les archives ont une place très spéciale. C'est-à-dire que quand on consulte des archives, généralement, la première idée qu'on a, c'est qu'elles nous révèlent quelque chose. Et ce que j'essaie de voir, ce que j'essaie de faire, ce qui est assez similaire finalement de ce que Webster disait, c'est de voir ce que ces archives-là nous disent pas. Ou alors ce qu'elles nous disent, mais qu'on nous a pas dit. Et donc, comment est-ce qu'on va prendre une archive, d'abord la trouver, essayer de l'extraire, l'excaver, et ensuite la regarder de telle sorte à ce qu'on peut en faire ressortir ce qui n'est pas clairement indiqué. Je vous donne un exemple. Quand on regarde des avis de recherche, quand des esclaves fuyaient, partaient en fuite, ce qu'on sait, c'est quand est-ce qu'ils sont partis, éventuellement la somme qu'on va donner à la personne qui les retrouve, ce qu'ils portaient, la dernière fois où on les a vus, et ainsi de suite. Donc, on a des informations, mais ce que ces informations-là nous disent, dans le fond, le seul moment où cet esclave, ces esclaves-là, arrivent à vivre dans nos archives, c'est à ce moment-là précis. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils vivaient avant, et probablement qu'ils ont vécu après. Et donc, comment est-ce qu'on travaille avec cette archive-là pour essayer d'en faire émerger quelque chose d'autre que la violence, finalement? Parce que tout ce à quoi on a accès, c'est la violence. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là que j'essaie d'appréhender les archives. Merci infiniment. Et Ted? Alors, le point de départ pour moi avec le livre sur l'artefact, c'était un peu que pour une personne blanche comme moi, on apprend l'histoire de notre pays, l'histoire du colonialisme et l'histoire de la suprématie blanche à travers des petites histoires. Et l'histoire, il y a une histoire à Halifax, la destruction des communautés noires qui s'appelle Africville dans les années 60, qui est souvent partie de l'introduction à notre histoire raciste. C'est un exemple qui nous force à comprendre que oui, le racisme existe ici aussi, ce qui est très évident en fait, mais on doit commencer quelque part et c'est là, c'était une partie de mon départ pour comprendre le pays où je vis.
Mais là, j'habitais à Halifax et je commençais à connaître des Afro-Néo-Écossais et j'ai appris très vite que, l'Afriqueville était juste un petit morceau d'une plus grande histoire. Il y a 12 communautés afro-néo-écossais dans les alentours de Halifax. L'urbanisme raciste a touché toutes ces communautés-là. Et quand on parle d'Afriqueville, on parle des années 60, mais c'est impossible que le racisme a commencé dans les années 60, qui n'existait pas avant ça, et que ça a arrêté après la destruction d'Afriqueville. Alors, avec le livre, j'ai essayé de tracer un portrait plus large, de commencer avec l'émergence de l'urbanisme moderne en soi, vers la fin du 19e siècle, et le continuer jusqu'au présent, et de le tracer comme dans toutes les communautés dans les alentours de Halifax. Mais en termes de méthodologie, les documents sont là dans les archives. Ça, ce n'est pas tellement difficile de les trouver, mais on doit avoir une méthode. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est pas juste de parler de la destruction, mais de montrer comment la destruction des communautés noires est partie intégrale de l'urbanisme moderne et qui est alors un mécanisme pour produire la ville. Des espaces blanches, des espaces noirs, des espaces mixtes, c'est partout. Et deuxièmement, de demander la question, si on veut une autre sorte de ville, si on veut une ville anticoloniale, antiraciste, peut-être c'est à travers la résistance des communautés noires à l'urbanisme raciste qu'on peut commencer à voir quelque chose d'autre. Et ça ne veut pas nécessairement regarder comme l'urbanisme, parce qu'on est formé d'apprendre une conception très étroite de l'urbanisme, mais il y a une vision là des meilleurs futurs, et je pense que c'est ça qu'on doit retracer aussi. Formidable, merci infiniment. Justement, parlant de méthodologie, je me tourne cette fois-ci vers Philippe parce que, dans un certain sens, si j'ai bien compris, la démarche de chacun de vos travaux respectifs, il y a quand même chez Webster, la mission d'une restitution la plus précise et exacte possible de grands pans de l'histoire empirique et factuelle qui auraient été oubliés. De même, avec TED, il y a quand même aussi une approche méthodologique qui doit rester arrimée, à la reconnaissance de faits historiques, sociaux et à une certaine historiographie empirique et factuelle. Mais dans le cas de Philippe, ce qui est très intéressant, et j'invite vraiment tout le monde à découvrir ce magnifique ouvrage, parce que la méthodologie est particulière. Donc, par exemple, on peut voir dès la présentation du livre, il s'agit d'un livre qui compose avec des histoires, des scènes, des archives qui se recoupent, se répètent en 16 fragments, comme autant d'improvisation musicale pour réimaginer à partir d'une perspective noire l'histoire, les possibilités de la rencontre des peuples au-delà de la violence coloniale. Et je me souviens très bien de certaines de tes interventions dans le cadre justement de la télésérie documentaire Afro-Canada, où on t'invite à parler justement de la méthode de la fabulation critique. Et juste une parenthèse, donc dans cette télésérie Afro-Canada réalisée par Henri Perdot et co-scénarisée par Judith Bresse, on retrouve notamment la présence musicale très omniprésente. Je veux dire, vraiment, ça fait partie du récit. La musique de Pierre Quenders, qui vient de gagner tout récemment, il y a à peine quelques jours, le prix Polaris pour son album José Louis and the Paradox of Love, sachant que, en fait, Pierre Quenders, de son vrai nom, est José-Louis Modabi. Et donc, pour revenir à cette approche de la fabulation critique, pourrais-tu nous en dire un peu plus? Oui, je pense que c'est une approche qui est... déjà, c'est une approche qui est peut-être un peu moins connue en langue française dans les espaces francophones, mais qui est de plus en plus mobilisée du côté anglophone. Et c'est une approche qui a été, si on veut, mise en place, ou en tous les cas perfectionnée par une féministe noire qui s'appelle Saidiya Hartman. Et ce que cette approche-là suggère, ou plutôt, le départ de cette approche-là est le suivant. Il y a une impossibilité. Il y a une impossibilité à lire les archives pour aller retrouver la vie noire, ou la vie colonisée, ou la vie minoritaire dans l'histoire. Les archives ne nous donnent pas ce dont on a besoin pour voir autre chose que la violence qu'ils ont vécue. Il y a une impossibilité là.
Et donc, il faut d'une part reconnaître cette impossibilité-là, mais aussi l'investir. Et pour l'investir, ça veut dire en partie aller chercher le plus d'informations possible, mais ça veut dire accepter qu'on n'aura pas toutes les informations et donc travailler à partir de ça. Et ce que ça veut dire de travailler à partir de ça, c'est d'imaginer, de recréer à partir d'un travail d'archive qui prévoit de frotter l'archive dans tous les sens, de la revoir, de voir est-ce qu'elle pourrait nous indiquer X, Y, est-ce qu'elle pourrait nous amener vers telle direction, telle autre direction, tout en sachant toujours que c'est pas nécessairement ce qui s'est passé. C'est ce qui aurait pu se passer. Mais c'est la seule possibilité, finalement, pour aller chercher des brèches de vie, pour aller chercher des moments de résistance, pour aller imaginer ce qui aurait pu être. Et dans cette perspective-là, et ça, je pense que je ne l'aborde pas nécessairement dans la série Afro-Canada, mais je pense qu'on doit non seulement voir les archives d'un lointain passé de cette manière-là, mais aussi les archives de la violence d'aujourd'hui. Quand on regarde, par exemple, ce qui se produit dans nos établissements carcéraux, quand on voit, par exemple, les statistiques sur les interpellations policières, bref, quand on a accès à toutes, si on veut, ces statistiques de la violence, cette archive de la violence, je pense qu'il faut les voir de la même manière, les voir pour ce qu'elles ne nous disent pas dans le moment contemporain aussi. Très intéressant. Mais Philippe, est-ce que tu décrirais ta propre approche littéraire? Comment la décrirais-tu? Alors, je mobilise, ou en tous les cas, je fais de mon mieux pour mobiliser cette approche-là à certains moments. Mais plus généralement, moi, je prends pour acquis, après un long processus de réflexion et en me basant sur beaucoup de gens qui ont suggéré le même genre de choses avant moi, que l'idée même de la discipline, qu'on pense à la discipline historique, puisque c'est d'elle dont on parle présentement, mais qu'on pense aussi à la discipline sociologique, qu'on pense à différentes disciplines de sciences humaines, elle ne nous donne pas les outils pour penser les expériences qui ont vécu la violence coloniale et raciale, pour une simple et bonne raison, que ces disciplines-là ont toujours été, si on veut, complices et sont nées de ce même moment-là, colonial et racial. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle finalement la modernité occidentale, qui voit la naissance de la sociologie, de l'économie, de la science, qu'on appelle, qu'on veut voir exact et ainsi de suite, c'est contemporain de la violence coloniale et raciale et ça n'existe pas sans la violence coloniale et raciale. Et donc, ma méthode plus générale, c'est de dire, ces disciplines-là, elles ont quelque chose de très utile, utilisons-les, mais on ne peut pas leur être fidèle. On doit les traverser, on doit jouer contre elles, on doit jouer sans elles aussi. Merci. Et Webster, alors dans ton cas, ce qu'on va remarquer tout de suite à travers ton œuvre, c'est la multiplicité des approches que tu adoptes et que tu déploies pour parler de cette histoire de l'esclavagisme et de la descendance noire canadienne ou noire québécoise. Ça passe à travers des livres, ça passe à travers le rap. Ça passe à travers physiquement faire visiter les lieux et ça passe à travers aussi des livres pour enfants. Alors, comment pourrais-tu expliquer la cohérence et la nécessité de diversifier toutes tes approches à travers ton œuvre? Oui, ben déjà, ce que disait Philippe par rapport à la fabulation critique me touche beaucoup. D'ailleurs, c'est lui qui m'a appris le terme et d'où ça venait. Parce que c'est quelque chose que je faisais de manière, sans le savoir en fait, un peu empirique justement. Je disais, on a des bouts d'archives, mais quelle est l'histoire derrière ces archives-là? C'est comme ça que j'ai écrit Le Grain de sable à propos d'Olivier Lejeune, où on n'a pas beaucoup d'informations, mais j'ai inventé, j'ai fabulé critiquement la vie d'Olivier Lejeune. Je l'ai fait passer par des chemins qu'il n'a peut-être pas pris lui-même. Mais il fallait raconter cette histoire-là. Et c'est un peu la même chose avec l'exposition Fugitif aussi. Donc, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Maintenant, par rapport à la multiplicité des tactiques, si j'ose dire, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire-là, je me suis dit, il faut que tout le monde puisse connaître cette histoire-là. Il faut changer la vision qu'on a de notre passé pour ainsi changer la vision qu'on a de notre futur, de notre présent et de notre futur. Mais comment on fait? J'ai à peu près la mi-vingtaine et mon seul médium de communication, c'est le rap. Je suis un rappeur de Limoilou, je ne suis pas un académique, je ne suis pas dans les hautes sphères du savoir, mais je veux contribuer à changer les mentalités par rapport à cette histoire et notre présent. Comment je fais? J'ai adopté la même approche que j'avais pour le rap.
C'est-à-dire, on appelle ça le +1. C'est-à-dire que si on ne peut pas changer la masse en une fois, on va y aller personne par personne. Et en fait, finalement, c'est comme ça qu'on construit une maison, c'est comme ça qu'on élit des gouvernements, un vote par vote, une brique par brique, atome par atome, c'est comme ça que les choses sont constituées. Et donc, quand on rappait, pour pouvoir toucher les gens, ben, on passait des flyers. On passe un flyer à une personne, à une autre personne, à une personne. On met un sticker là, on met un collant là, etc. Et donc, je me suis dit, je vais faire la même chose, mais avec l'histoire. Et donc, je me suis mis à essayer de toucher personne par personne, y aller tranquillement. C'est-à-dire, je fais une chanson, je la fais en concert. Donc là, il y a 10 personnes il y avait 10 personnes dans le concert. Là. Mais ces 10 personnes-là sont touchées. Et à chaque fois, je racontais cette histoire-là avant de faire la chanson. Après ça, je fais un concert, il y a 1000 personnes, mais il y a 1000 personnes qui sont touchées. Et ainsi de suite. Mais le rap, c'était pas assez. Parce que ça me permet de toucher qu'une partie de la population qui a envie d'écouter du rap. Donc, les chansons sont devenues des conférences. Et là, ben, je peux toucher les gens qui sont dans la conférence, entre 10 et 500, dépendamment. Mais c'était pas assez parce que c'est pas tout le monde qui a envie de s'asseoir et écouter une conférence. Donc, je me suis dit, mais la conférence, je vais la mettre sur le terrain. Comme ça, on va marcher, les gens vont marcher. Donc, je vais toucher une autre partie de population qui n'est pas intéressée par les conférences, pas intéressée par le rap, mais qui est intéressée par la visite guidée. Mais c'était pas assez. Et donc là, je me dis, l'exposition, ben là, au lieu d'avoir moi à être présent à chaque fois, à moi donner la conférence, moi donner la visite guidée, ben, je dépose l'exposition sur un lieu et c'est les gens qui y vont, qui se promènent et elle, l'exposition reste là toutes les heures d'ouverture du musée pendant les 3 mois qu'elle est exposée et ainsi de suite. Et donc, de fil en aiguille, ben, ça me permet de toucher de plus en plus de gens et je pense à d'autres manières de faire, encore une fois, pour rendre ces connaissances-là accessibles, démocratiser l'accès à ces connaissances-là, parce que souvent, comme on dit, quand on pense à l'expérience afro dans les Amériques, notre lentille d'analyse ou de compréhension est toujours états-unienne. Donc, quand on pense à l'histoire noire, l'esclavage, ben, on pense aux États-Unis. Quand on pense à la militance, on pense aux États-Unis. Donc, on n'a pas de connaissances très précises de notre histoire afro-québécoise et afro-canadienne, ce qui crée une espèce de sentiment d'extériorité à l'histoire noire. C'est arrivé ailleurs. Ça n'appartient pas à notre propre histoire. Et donc, c'est un peu ce travail que j'essaie de faire, personne par personne, classe par classe, mouvement par mouvement, et ainsi de suite. Et le livre jeunesse, ben, c'était la même chose, mais cette fois-ci pour les enfants. Parce que le but, finalement, c'est de normaliser cette histoire-là, pour la sortir de sa niche. Parce que c'est encore trop niché. Mais si les enfants entrent en contact avec une histoire afro-québécoise plusieurs fois centenaire, ben, j'ose espérer que quand ces enfants-là, dans 10 ans, vont avoir 20 ans, ça ne sera pas quelque chose de spécial. On va dire, ouais, le premier Africain est arrivé en 1629. Ils vont dire, ben oui, je sais. Versus aujourd'hui, on dit ça, puis les gens disent, ah ouais, pour vrai. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est encore une connaissance qui est spéciale, entre guillemets, qui est nichée. En passant par les enfants, mon objectif, c'est que dans 10 ans, cette histoire-là soit normalisée et qu'on puisse continuer à approfondir cette histoire-là. Donc, que la porte soit ouverte et qu'en tant que population, en tant que collectivité, le seuil soit passé, qu'on ait juste à explorer le reste de la maison. Merci. Et pour vous, Ted, donc vous êtes un universitaire. En fait, ils sont tous les trois des universitaires, mais je veux dire, vous faites... Ces deux-là, pas moi. Parfait. Mais vous faites quand même carrière dans l'establishment académique et universitaire et vos recherches sont quand même, jusqu'à un certain point, moulées dans une certaine démarche méthodologique propre à la sociologie, à l'urbanisme, à la géographie critique et à l'histoire. Et justement, donc, dans votre travail, il y a quand même une recherche dans le matériau historique, factuel, empirique, mais qui, j'imagine, est criblé de trous. Et je ne sais pas jusqu'à quel point, donc, dans votre travail, par exemple, le recours à des entretiens, de la recherche qualitative, des interviews avec des contemporains pour mieux comprendre le passé. Vous aviez tout à l'heure évoqué l'étude des mouvements sociaux aussi, qui nous aident à la fois à penser le présent, le futur, mais également réfléchir sur l'histoire passée pour combler les trous. Comment vous naviguez à travers tous ces espaces géographiques et temporels pour reconstituer au plus près possible une certaine exactitude historique? Wow, bonne question.
Alors, je réfléchissais en écoutant Webster et Philippe parler de fabulation critique et j'ai dit, wow, mon travail n'est vraiment pas fabuleux, mais c'est l'esprit critique qui est quand même important, comme quand Webster invente des choses sur Olivier de Jeune, c'est pas juste des idées qui sortent dans la tête. Il a une compréhension de l'histoire, il a lu plein de livres. Alors, et ça donne la capacité de penser comme, OK, alors il était esclavagé, donc il a résisté. Alors là, comment? Là, on doit fabuler peut-être, mais on prend pour acquis qu'il était opprimé, alors il va résister parce qu'on comprend ça. Alors pour moi, c'est un peu la même chose où comme c'est drôle, quand j'ai travaillé sur le livre sur Halifax, chaque matin, je passais comme 2 heures à lire comme Saidiya Hartman ou comme Cedric Robinson. Ensuite, j'allais aux archives. Et j'ai dit souvent que si on veut trouver les après-vies de l'esclavage, le terme de Hartman, dans les archives, on va les trouver. Mais il faut comprendre c'est quoi. Et ça, c'est un travail qui n'arrête pas. Mais tout ça pour dire que c'est nécessaire pour comprendre ce qu'on voit dans les archives. On doit être ancré dans une tradition de libération. Il y a plusieurs. Et c'est une tradition de libération de très longue date. Je peux dire aussi que quand j'ai travaillé sur Halifax, comme vers la fin, le soulèvement Black Lives Matter a commencé. Ils ont commencé à dire partout que la police, c'est comme les slave catchers. C'est le présent de l'esclavage. J'ai dit comme, c'est tellement plus facile de dire que ce que j'essaie de dire dans mon livre à cause de Black Lives Matter. Et je le lis et c'est comme, c'est tordu. J'ai vraiment travaillé tellement fort pour juste dire que l'urbanisme moderne est façonné par l'esclavage, mais avec Black Lives Matter, c'est beaucoup plus facile de le dire. Alors, la difficulté, c'est juste pour moi, parce que j'essaie pas de tracer les vies des gens comme Olivier le Jeune, j'essaie de parler des gens au pouvoir. De trouver les documents, c'est pas difficile, mais de pouvoir les lire, il faut un ancrage dans un mouvement de libération. Alors, c'est là la façon critique de lire, de choisir de quoi est-ce qu'on va parler et de comment. Et quand on voit quelque chose dans les archives, par exemple, une initiative pour rendre le développement urbain plus écologique, de voir comme, OK, écologique pour qui et aux dépenses de qui. Je sais déjà qu'il y a une autre histoire derrière le plan urbanistique pour un paysage plus écologique. Alors, il faut juste le trouver, le lire de façon critique. Merci infiniment. Oui, bien sûr. Juste rajouter, parce que je trouve ça fascinant ce que tu dis, Ted. Et il y a tellement de manières de lire les archives. Puis si on revient à ici, l'histoire de l'esclavage, le premier à avoir écrit à l'époque contemporaine, c'est Marcel Trudel, en 1960, dans les années 50, etc., faire ses recherches. Mais lui, admettons, il va voir les esclaves souvent, les personnes asservies, comme adoptées par la famille. Donc, sa manière de lire l'archive est ancrée dans son époque. Il va voir les gens qui sauvent comme des personnes tannantes, comme des récalcitrants. Il ne va pas le voir comme un geste politique de résistance. Et donc, tout est dans l'œil, la manière de lire les archives. Et on peut repasser vers les mêmes archives et avoir une vision complètement différente, comme tu as fait. Merci. Justement, simplement pour citer également l'œuvre capitale de Robin Menard, qui est également traduit en français aux Mémoires d'Encrier, mais en 2017, son livre, l'édition originale, donc en anglais, est intitulé Policing Black Lives, State Violence in Canada from Slavery to the Present, et c'est absolument crucial pour la compréhension de l'histoire noire canadienne, en fait, de passer également par son ouvrage qui nous permet, comme vous l'avez si bien dit, de comprendre rapidement aussi les enjeux du passé. Philippe, je vais revenir vers vous. Et encore une fois, c'est pas pour vous obliger à devenir un écrivain à tout prix, mais simplement parce qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique. Hein, il y a vraiment une plume tout de même dans cette forme d'essai qui moi, m'a vraiment beaucoup ému parce que c'est à la fois informé par un savoir universitaire, mais en même temps, comment dire, c'est tellement intéressant de voir justement
vers quelle forme ça peut prendre, en fait, ce savoir-là. Et puis, je sais que vous êtes en fait un docteur en sociologie, si je ne m'abuse. Et alors, simplement mais vous êtes aussi rédacteur en chef, ou vous êtes au sein de la revue Liberté, du comité éditorial, et un activiste. Simplement, sans vouloir entrer dans des détails trop indiscrets de votre propre biographie, mais qu'est-ce que vous contemplez comme prochaine recherche, prochain travail? Est-ce que vous voulez renouer avec l'archive? Est-ce que vous allez continuer à faire cette démarche littéraire? Je pense simplement, par exemple, à Toni Morrison, à des grands livres comme Beloved, ou bien Kendrick Lamar, qu'on parle justement qui est quand même lauréat du prix Pulitzer, rappeur, etc. Et comment ces formes narratives et ces approches sont extraordinaires aussi pour vulgariser ou disséminer tout ce savoir-là. Et dans votre cas, comment vous envisagez la suite des choses? Ben, j'ai pas de réponse définitive. Je pense que pour moi, c'est assez difficile d'envisager la théorie sans la penser comme une narration. Donc, ce jeu-là entre le contenu et la forme, c'est intrinsèque au travail que je fais et que j'ai envie de continuer à faire. Donc, j'ai l'impression que la tâche, elle est précisément là. De trouver des manières, d'ailleurs, comme le font mes collègues ici, de rendre le résultat de recherche non seulement précis, mais aussi agréable. Puis je pense qu'il y a quelque chose dans cette formule-là, par exemple, de quelqu'un comme Emma Goldman, cette révolution n'est pas pour moi si je ne peux pas danser. Ben, je le vois comme ça aussi pour l'écriture. Je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent être qui ont à avoir une certaine lourdeur ou une méthodologie, disons, lourde, disons-le comme ça. Mais je pense qu'au final, l'intention, elle se trouve aussi dans la forme. Les pratiques, ou parler de libération doit se faire à travers des pratiques libératrices, je pense. Et c'est dans cette perspective-là que pour moi, ce que j'espère de la suite de mon travail, ça va être de continuer dans cette direction-là et de m'adresser non seulement aux universitaires, mais aux militants, aux personnes qui ne sont pas non plus nécessairement militantes, mais qui lisent parfois des livres, regardent parfois la télévision, écoutent parfois la radio. Je pense que, comme le dit Webb, il faut travailler de cette manière-là si l'intention, c'est non seulement la précision, mais le projet derrière la précision. Merci. On revient peut-être avant de repasser à Webster. Donc, justement, ce projet sur le retour à Montréal, en fait, hein. Pas le retour, mais je veux dire, ce prochain pan de recherche qui concerne Montréal, et en particulier, si j'ai bien compris, la municipalité de Quartier-Saint-Michel. En quoi ça consiste et quelles sont les hypothèses que vous voulez travailler? Alors, je travaille sur 2 livres. Un, c'est l'histoire du premier gang de rue haïtien, qui était un groupe d'autodéfense qui était formé dans le quartier de Saint-Michel et qui va être idéalement publié avec Mémoire d'Encrier l'année prochaine. L'autre, c'est une histoire de la guerre contre les gangs de rue, qui est un projet plus large qui trace un peu comment la police a changé avec les gangs de rue, comment plein d'autres institutions urbaines ont transformé à Montréal, nous ont donné notre présent, qui est inacceptable, dans le sens que la police est partout, super violente, super raciste, et on ne traite pas des problèmes de violence à leurs racines. Mais d'où est venu ce long projet? Quand je suis déménagé à Montréal en 2010, j'avais déjà entendu parler de la mort de Freddy Villanueva. Alors j'ai dit il faut que je comprenne Montréal-Nord. Et j'ai monté à Montréal-Nord pour participer à des manifestations, des événements publics. Et les militants dans le quartier m'ont fait apprendre très vite que l'idée des gangs de rue était un problème pour des jeunes racisés dans le quartier, à la fois parce que dans les yeux de la police, tout le monde qui est jeune, racisé, qui s'habille d'une certaine façon est une gang de rue, mais aussi parce que il y a des gens qui sont impliqués dans les gangs de rue. Est-ce que la meilleure façon de
de régler un problème de criminalité ou de violence et de créer une catégorie juste pour des personnes haïtiennes, parfois des Noirs, parfois des Arabes, mais vraiment, c'est une catégorie raciale à Montréal comme un peu partout dans le monde. Alors, je fais ce que je peux avec mon travail, c'est de regarder l'histoire. Et quand on regarde l'histoire, on trouve, premièrement, que le terme gang de rue était inventé en 1989. Avant ça, on parlait des bandes. Parce qu'à Montréal, comme dans toutes les grandes villes, il y a des gangs ou des bandes depuis le milieu du 19e siècle. C'est normal d'avoir des bandes. C'est pas fantastique, mais ça existe. Alors, en 1989, on a changé le terme. On a transformé le mot street gang à gang de rue. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour qu'il y ait un terme totalement nouveau? C'est clair que, on avait des gangs de rue racisés pour la première fois, alors il fallait un autre terme, parce que c'est quelque chose de totalement différent. On a créé une escouade anti-gang de rue au sein de l'SPVM pour la première fois de l'histoire. Quand il y avait des motards dans les années 60, les gangs de rue québécois, etc., il n'y avait pas d'escouade anti-gang de rue. Et finalement, on doit regarder plus large, parce que c'est la montée de l'extrême droite dans les années 80. On vit un peu le même moment aujourd'hui. Alors, c'est pas juste la police, c'est pas juste qu'il y avait des groupes qui s'organisaient pour se défendre contre des racistes blanches, contre des gangs blancs, mais que toute la société était en train de transformer avec le néolibéralisme, avec la montée de l'extrême droite. Alors, c'est comme un peu dans le livre sur Halifax, j'ai commencé avec quelque chose de très petit pour finalement comme tracer un portrait de toute une société en évolution. Et c'est un peu de l'histoire de notre présent, malheureusement. Mais ça aide le livre, si un livre peut aider à intervenir dans le présent. Est-ce que dans votre prochain livre, est-ce que vous utilisez la recherche qualitative, les entretiens, ou est-ce que c'est surtout une historiographie que vous présentez et analysez? Oui, alors, oui, j'aime beaucoup plus les archives que les entretiens, mais j'ai commencé avec l'idée de regarder tous les archives de la police. J'ai des collègues aux États-Unis qui ont travaillé toute leur carrière dans les archives de la police de Chicago ou New York. Ici, il n'y a pas d'archives. Il y a comme 2 boîtes. J'avais toute une année où j'ai dit comme je vais tracer tous les archives de la police. Il y a 2 boîtes et c'est les rapports annuels. Alors, quand on parle de la police, on parle d'une institution totalitaire, totalement pas redevable et qui détruit les documents après 10 ans. Avant 10 ans, on peut faire une demande d'accès à l'information, ils vont le rejeter. Après 10 ans, ils sont détruits. Alors, j'ai fait une centaine d'entrevues avec des policiers retraités pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi. Ensuite, pour pouvoir parler de la résistance à cette forme de guerre contre les gangs de rue, on doit décider la résistance de qui? Il y avait les militants dans la rue, mais aussi il y avait toute une génération qui était réprimée, qui était envoyée en prison. Alors finalement, j'ai essayé de rencontrer des anciens membres de gangs de rue et c'est comme ça que le deuxième livre, le livre sur le premier gang de rue haïtien, s'est produit parce que j'ai rencontré l'ancien chef, Maxime Aurélien. Il est super sympa, il a une analyse critique de notre ville et on a décidé d'écrire l'histoire de son gang ensemble. Alors on a fait... J'ai passé des heures avec lui et on a aussi passé des heures avec ses anciens camarades pour pouvoir tracer un peu l'histoire de Montréal comme vécue par de deuxième génération des immigrants haïtiens dans Saint-Michel. C'est fascinant. Alors, Webster, donc nous, moi j'ai eu le grand privilège de pouvoir te rencontrer à travers donc une collaboration. Donc, Webster est le traducteur français d'un livre qui est considéré comme un chef-d'œuvre et un classique en philosophie politique très contemporaine,
qui est l'œuvre de Charles Mills, The Racial Contract, qui a été publiée en 1997. Et c'est Webster qui est le traducteur français. Et il va de soi que la traduction française, je crois, va connaître un succès quand même assez retentissant dans le monde de la francophonie parce que c'est incroyable quand même que cet ouvrage n'ait pas encore été traduit. Et encore une fois, ça va être publié chez Mémoire d'Encrier. Et donc, j'ai eu l'occasion tout simplement de parfois l'épauler ou de l'accompagner à travers toute cette aventure pour l'établissement de certains termes en philosophie politique. Mais justement, donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter, puisque l'ouvrage, donc la traduction va paraître en février 2023, peux-tu nous raconter un peu comment tu as rencontré cette œuvre? Qu'est-ce qui t'a incité à la traduire en français? Et à ton avis, est-ce qu'il y a un clivage linguistique, pas pour démoniser aucune langue, aucune des deux solitudes, mais est-ce qu'il y a quand même des formes de représentation ou même des conceptions de l'histoire qui sont quelque peu distinctes en fonction de la langue dans laquelle on parle de cette histoire? Déjà, je voudrais commencer par dire que c'est moi qui ai eu le privilège que tu m'accompagnes pour ce projet-là. Merci beaucoup, d'ailleurs. Ce projet de traduction n'existe pas sans Rioa et Naïma Hamkouni aussi, qui m'ont accompagné parce que moi, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas traducteur, mais je me suis quand même follement lancé là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette habitude de me lancer dans des drôles de projets, que ce soit des expositions dans les musées ou XY, sans savoir pourquoi je le fais. Même, juste parenthèse, il y a quelques nuits, j'ai rêvé que je conduisais un autobus et que j'étais dans l'autobus, puis que je disais, mais je sais pas conduire un autobus, qu'est-ce que je fais là? Donc, j'ai un peu cette notion d'imposture là qui me suit un peu partout. Mais je le fais. Bon, en fait, je préparais un panel pour l'UNESCO sur l'impact de la COVID-19 sur les communautés racisées, nommément afrodescendantes, afro-américaines dans le sens continental du terme. En faisant de la recherche, je suis tombé sur un article qui nommait le contrat racial. Et bon, je connaissais le contrat social de Rousseau, puis je suis comme, mais attends, c'est quoi ce contrat racial-là? Et donc, j'ai commandé le livre, je l'ai lu, et ça m'a tellement fasciné. C'est un tout petit livre, mais qui est tellement important. Et chaque paragraphe m'éclairait des zones que je connaissais, disons, d'instinct. C'est-à-dire, tu sais, en m'intéressant à l'histoire, à ce qui se passe en société, ben, j'avais certaines notions, mais qui n'étaient pas nécessairement précisées autant qu'en lisant le paragraphe. Je suis comme, oh, OK, oui, c'est vrai. Et comme souvent, je dis que Mills a mis des mots sur nos luttes, il a mis des mots sur nos militances. Et après l'avoir fini, ça coïncidait avec le décès de George Floyd. Et à ce moment-là, on m'a beaucoup sollicité pour faire des entrevues puis réagir dans l'espace public. Et Mills me suivait aussi derrière. Donc, tout ce que Mills a écrit a pu éclairer vraiment et préciser ma manière d'analyser ce qui s'est passé avec Floyd, le racisme systémique, etc. Et donc, après cette lecture-là, ou même pendant la lecture, je me suis dit, mais est-ce que c'est traduit en français? Et puis, j'ai fouillé un peu, j'ai vu que ce n'était pas traduit. Je me suis dit, mais attends un instant, ça a été écrit en 97, ça n'a jamais été traduit. Il faut que ça soit traduit. Et puis là, j'ai comme été saisi d'un sentiment d'urgence. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas traduit, il faut traduire, il faut traduire. Puis je me suis dit, mais tu sais quoi, je vais le faire. Puis, en fait, je ne sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans, parce qu'à un moment donné, à mi-chemin, je me dis, waouh, c'est énorme ce truc-là. C'est énorme. Puis là, je suis comme, mais attends, t'es pas philosophe, t'es pas traducteur, t'es en train de traduire l'œuvre d'une vie de quelqu'un. Puis là, je me suis mis à stresser. Je dis, mais attends, mais je ne peux pas scraper ça. Ce qu'il a fait. Parce que, parenthèse dans la parenthèse, je parlais avec une dame, une Française afro-caribéenne, qui a écrit un livre qui a été traduit en Allemagne. Et donc, elle s'en va en Allemagne faire la promotion du livre et elle recevait beaucoup de négativité de la communauté afro-germanique. Puis elle ne comprenait pas pourquoi. Elle dit, mais je ne comprends pas comment ça, les gens pas me détestent, mais presque. Et puis, elle s'est rendue compte que quand ça a été traduit en allemand, la personne a transformé son message. Elle a transformé son message. Et donc, les afro, je l'appelle afro-germains, le lisaient, puis ils disaient, mais ça ne fait aucun sens ce que tu dis là. Et donc, je me suis mis à penser à cette anecdote-là, penser à ce que je faisais. Donc,
pour ça que je dis merci Rioa, merci Naïma de m'avoir accompagné, surtout dans le cadre philosophique où, n'ayant pas cette formation-là, ben, j'avais des zones d'ombre qui nécessitaient vraiment d'être débroussaillées. Et donc, ça a été toute une aventure qui m'a suivi quotidiennement pendant 1 an et demi, parce que j'avais tout mon travail à faire aussi avec le rap, avec l'histoire, etc. Donc, le soir après souper, je m'installais, puis pendant 2, 3 heures, je me penchais sur Mills à coup de peut-être 2 paragraphes par soir, 2 ou 3 paragraphes par soir. Donc, vraiment à pas de tortue pour m'assurer que ce que je faisait du sens aussi, parce que j'ai senti cette pression-là et je devais respecter aussi cette œuvre-là, respecter la pensée de cet homme-là, qui malheureusement nous a quittés l'année passée, que je prévoyais rencontrer aussi. J'avais des questions précises et je voulais le rencontrer, puis finalement, on n'aura pas eu l'occasion. Mais donc c'est ça, en fait, ça vient vraiment d'un sentiment de cette urgence-là qu'on puisse avoir accès à cette pensée-là dans l'univers francophone. Parce qu'effectivement, il y a une disparité. Quand on pense dans le cas des études noires, de cette histoire ou de cette philosophie afro, il y a cette disparité que j'ai de la difficulté à expliquer. Mais dans le cadre québécois et canadien, je pense que très certainement que nos histoires, nos afro-histoires ont été subordonnées à la dichotomie anglais-français. Tout était passé toujours à travers cette dichotomie-là et tout le reste est finalement subordonné. Et même encore aujourd'hui, j'ai des discussions avec des gens qui nous disent « Non, non, l'immigration, on en parlera plus tard. Là, l'important, c'est de parler du français. Puis l'immigration suivra, la dite diversité suivra. » Mais là, je veux dire, comme on dit, notre africanité ne se limite pas à une langue, notre africanité ne se limite pas aux frontières. Je veux dire, on passe les frontières provinciales, on demeure noir en anglais ou en français. Et donc, il y a cette expérience afro-canadienne collective qui, finalement, est subordonnée à une vision homogène du Québec. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'on a accusé un retard dans ces études-là, mais un retard qui, tranquillement, se comble. On voit avec l'œuvre que ces deux messieurs font, les œuvres aussi de bien d'autres personnes, on est en train de combler ce retard-là et avoir une analyse plus critique de notre expérience ici. Et c'est tellement fascinant, on aurait des heures à parler. Je ne sais pas si quelqu'un dans le public aurait une question à poser. Si tel est le cas, je vous invite à vous manifester. Sinon, j'ai quand même une dernière question à poser peut-être à tous les trois, mais je vais commencer par Philippe. Et donc, Philippe, en tant qu'universitaire, et c'est parce que tu as dit une phrase extrêmement belle, quand on lutte pour la libération, il faut passer aussi par des pratiques libératrices. Alors, en tant qu'universitaire, en tant qu'intellectuel, en tant qu'activiste, mais quand même pour revenir sur l'enjeu de l'éducation, parce que notamment, donc Webster, qui a écrit un livre pour les jeunes, est également donc dans le cadre de cette télésérie documentaire Afro-Canada, le narrateur qui est le fil conducteur de la télésérie et qui en fait donne une classe à des jeunes enfants. Et donc, quand on pense justement au contenu des curriculums universitaires, aux querelles, aux tensions contemporains et également qui rappellent aussi évidemment des tensions du passé sur les campus universitaires au sujet des questions raciales. Toi, en tant que sociologue, quand tu contemples les enjeux de la présente élection, campagne électorale ici au Québec, mais ailleurs dans le monde aussi, est-ce que tu as bon espoir que, à travers les contributions que vous faites, à travers la nouvelle génération que l'on forme, est-ce qu'on va pouvoir changer le curriculum? Est-ce qu'on peut ventiler le curriculum mainstream avec un peu plus de pratiques libératrices? Ou est-ce que, bref, quels sont les principaux enjeux, défis et succès peut-être dans le monde universitaire, dans le monde de la connaissance en général que tu observes? Oui, c'est une bonne question. Puis je pense que j'ai assez bon espoir que les curriculums soient changés, qu'on intègre de plus en plus dans différentes disciplines, de plus en plus de propositions qui sont noires, mais pas seulement, qui sont autochtones, qui sont minoritaires largement.
on a tendance à penser qu'au niveau des autrices, c'est réglé, mais ça ne l'est pas encore. Bon, toutes ces questions-là. Je pense que là-dessus, on est sur la voie finalement d'une bonne représentativité, mais j'attirerais l'attention là-dessus parce que cette diversité-là, cette manière finalement d'aller chercher des textes qui ont été écrits par, bon, panorama de 180 degrés, ça correspond assez directement, ou en tous les cas, ça répond aux besoins du néolibéralisme de manière assez parfaite, si on veut. Donc, on a beaucoup de diversité sans pour autant changer les structures dans lesquelles on va consommer cette diversité-là. Puis, on peut penser, oui, à des corpus et à des syllabus à l'intérieur des universités, mais on peut penser aussi à différentes catégories sur des formulaires de subvention et ainsi de suite. On intègre à l'intérieur d'une structure qui est elle-même problématique, un peu de couleur, un peu de... Bon, et ça, pour moi, je pense que si on s'en tient à ça, on est sur une bonne voie. En revanche, si on veut penser de manière plus large la transformation qui va faire en sorte que ces existences minoritaires, minorisées, peuvent vivre dans ces espaces-là, c'est pas seulement en saupoudrant quelques épices, mais en changeant la structure même de ces institutions, de ces établissements-là. Et pour moi, parce que bon, cette idée-là, elle est très grande et puis on peut avoir de la difficulté à se dire, bon, ben voici une prise, voici comment on y va. Pour moi, de manière très simple, très concrète, ça passe non seulement par aller chercher des pensées minoritaires, mais par la présence de corps, d'esprit, de personnes minoritaires dans ces établissements-là qui ont la latitude, si on veut, de déterminer dans quels paramètres ils vont travailler. Donc, si on pense, par exemple, dans cette perspective-là, on peut militer pour la naissance d'un programme en études noires, pour plus de fonds pour les études féministes, bon, donc des changements structurels comme ça qui nous gardent de nous dire il faut changer la structure, puis là de se sentir un peu perdu et en même temps de faire des choses très concrètes pour non seulement diversifier l'offre, et puis je le dis avec tout le poids que ça a, l'offre, parce que c'est de ça qu'on parle, mais de changer finalement la manière dont le savoir circule et les êtres humains évoluent là-dedans. Formidable. Écoutez, l'heure s'est écoulée si rapidement de mon point de vue. Je vous remercie infiniment tous les trois parce que vous avez aussi participé à la mise en œuvre d'une archive contemporaine à notre époque, mais qui, j'espère, dans le futur, pourra être consultée par les générations futures pour qu'ils aient une idée aussi des enjeux qui nous ont préoccupés au moment même où nous nous parlons aujourd'hui. Alors, Ted Rutland, Philippe Némé-Nombré et Webster, merci infiniment pour votre participation. Nous avons tellement hâte de vous lire ou de t'écouter ou de te voir sur scène. Enfin, merci infiniment. Merci à toi. C'était super, merci.